Son drone plante 250 000 arbres par jour et lutte contre la déforestation. Lui, c'est Pascal Asselin et à seulement 26 ans, il cofonde Morpho, une entreprise française qui fait de la reforestation par drone. Une forêt, ça a un nombre de bénéfices qui est absolument fou. Et donc quand on se dit que t'as 900 millions d'hectares qui sont là, qui sont pas restaurés, enfin tu te dis qu'il y a un problème. Après une enfance en Guyane française, il développe très vite un fort lien avec la nature. On parle de Morpho, c'est un sujet qu'on a depuis la naissance. Et donc comment est-ce que tu fais pour recréer les meilleures conditions possibles pour qu'en fait on soit toujours là dans 100, 200, 500 ans. Et la forêt, c'est un vrai moyen pour le faire. Après avoir constaté les conséquences de la déforestation au plus près de chez lui, il fonde Morpho avec l'ambition de restaurer l'équivalent de la surface de l'Allemagne et de l'Espagne d'ici 2050. En fait, dès que tu prends un pas de recul sur le sujet des forêts au global, tu parles de 900 millions d'hectares qui sont prêts à être restaurés. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à restaurer ces hectares dans un temps quand même assez court. Dans cet épisode du podcast Impact Story, on revient sur le parcours de Pascal, les raisons qui l'ont poussé à monter Morpho, du fonctionnement de ses drones, des bénéfices de la forêt et plein d'autres sujets. Mais je vous en dis pas plus et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Pascal Asselin. Le lien d'épisode est disponible en bio sur mon profil. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs. L'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Le Crayon de nous accueillir. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on peut tourner ce podcast. Ils nous font le plaisir de nous accueillir dans leur nouveau studio dans le 8e arrondissement de Paris où vous pouvez enregistrer et tourner des podcasts ou des vidéos. Vous pouvez me faire confiance, ils sont très cool et très pros. Donc si ça vous intéresse, vous avez plus d'informations sur leur site lecrayongroup.fr. Merci encore à Antonin du Crayon et sur ce, très bonne écoute. Ravi de te recevoir, Pascal. On s'est déjà croisé quelques fois. Je trouvais que ce que tu fais, c'est super ouf comme projet. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Carrément. Me présenter moi, présenter la boîte, les deux ? Les deux. Super. Donc moi, je m'appelle Pascal, j'ai 26 ans. J'ai grandi en Guyane française d'abord. Je suis revenu à Cannes, je suis reparti en Guyane. Puis j'ai fait un petit saut à Cannes avant de faire une prépa à Paris, une école de commerce à Lyon. Puis en fait, j'ai monté une première boîte en 2019 où j'aidais les entrepreneurs à automatiser tout un tas de process juridiques un peu rébarbatifs, stressants. Donc c'était une super aventure là, de 4 ans que j'ai terminée là, en décembre dernier. Et puis en fait, on a créé Morpho il y a 2 ans, donc avec mon frère Hugo et Adrien qui étaient un peu de prépa. Et donc Morpho, bon, le concept global, c'est de restaurer des écosystèmes forestiers et de réussir à le faire à grande échelle. Et donc d'utiliser tout un tas de technologies pour réussir à le faire. Et donc en rapide, c'est de créer une capsule dans laquelle on met des graines, des nutriments, des champignons, des bactéries, de créer un mini écosystème qui permet juste de le déposer sur le sol. Et donc ces capsules, en fait, on les met dans des drones qui permettent justement d'accélérer les rythmes de plantation. Et en fait, nous, pour nous assurer qu'il y a une bonne reconstitution de l'écosystème, on vient suivre tout ça avec de l'image drone, satellite, mais aussi du suivi terrain. Et donc de poser des calculs dessus pour nous assurer d'être transparent à chaque étape du projet pour voir en fait cette forêt qui est en train de se reconstituer. Ok, du coup, tu allé assez vite, mais avant de nous en dire plus sur Morpho, moi, je voudrais juste revenir un peu plus sur ton enfance et ton parcours. Tu as grandi dans quel type d'environnement ? Tu disais que tu as grandi en Guyane. Est-ce que le fait de grandir en Guyane, ça t'a aidé justement à lancer Morpho ? Parce qu'en Guyane, il y a l'Amazonie. Donc voilà, dans quel type d'environnement tu as grandi et à quel point ça a été déterminant dans ton parcours aujourd'hui ? Ouais, carrément. Pour te donner un peu de contexte, du coup, j'ai grandi avec un père qui est entrepreneur, mais qui avait créé des mines d'or en Guyane, de l'orpaillage légal, attention. Donc là, c'est beaucoup plus réglementé parce qu'il y a une grosse partie d'orpaillage illégal aussi auquel on est beaucoup confronté en Guyane. Une mère qui était infirmière. Et donc, un contexte où, pour faire le lien avec Morpho, puisque ça remonte à quand on était tout petit, pas mal de week-ends qu'on passait sur des chantiers pendant toute notre enfance. Et donc, un chantier, quand on arrive dessus, c'est un trou dans la forêt. Donc, dans cette forêt amazonienne qu'on a en Guyane française. Et donc, c'est un truc qui te prend un peu, quoi. Quand tu arrives et que tu vois que c'est un trou dans la forêt, que c'est ton père qui l'a fait, puis il nous regardait, il fait, bah ouais, les gars, et un jour, il va falloir bosser là-dessus parce que là, on fait un peu de dégâts, on fait ce qu'on peut pour restaurer, mais c'est approximatif, quoi. C'est approximatif et il y a un besoin qui, en plus, va dépasser la Guyane puisque c'est un sujet qui est quand même planétaire. Donc, moi, c'est vraiment dans ce contexte-là. Donc, là, quand on parle de Morpho, c'est un sujet qu'on a depuis la naissance, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a mon frère qui est dans l'aventure aussi, qu'au début mon père a quand même été assez impliqué pour nous aider à démarrer sur tout un tas d'aspects. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi, avec un autre aspect qui est important aussi, c'est qu'on a énormément nagé avec mon frère. Donc on a fait de la natation à du plutôt haut niveau, dans le sens où on nageait. On a commencé à nager 6 fois par semaine à 10 ans, je pense, puis on est monté à 9 fois par semaine collège-lycée. Oh. Et donc ça a été un truc qui nous a bien occupés, parce que du coup, même nos vacances, c'était, on nageait 2 fois par jour, plus on n'était pas à l'abri de faire un petit entraînement de muscu entre les deux. Donc ça a été
enfin, un contexte où donc on était ensemble avec mon frère, avec une cohésion qui est assez forte dans le club, où en fait, t'es engagé, quoi. C'est pas un loisir à ce moment-là. Je dirais pas que c'est l'armée non plus, mais t'es quand même dans un truc où tu te donnes au quotidien, tu reviens, parfois tu galères, t'as du mal à progresser, mais en face, t'as des gars de ton âge qui progressent beaucoup plus vite, parce que c'est de la compète. Donc, si t'es moins bon, tu descends. Et donc, comment tu gardes le moral sur, du coup, là, moi, c'était de mes 6 ans à mes 18 ans, pour continuer à avancer, à garder le rythme, à garder la motivation, pour y retourner tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Et donc ça a été un truc hyper, je pense, hyper formateur dans la résilience, d'autant que moi, j'ai eu des années où je donnais tout, mais je stagnais énormément. Et donc après, tu as des histoires en fait, tu as plus ou moins d'hormones dans ton adolescence. Moi, j'ai eu un peu plus tard. Et donc forcément, les gars qui grandissaient plus vite, ils allaient beaucoup plus vite aussi. Donc c'est un truc qui m'a, je pense, beaucoup marqué. Et c'est un truc, effectivement, qu'on peut ressentir là quand je taffe. Enfin, déjà, c'est que je donne tout et j'y mets toute ma vie parce que je suis impliqué du fait d'avoir un truc un peu de cœur, de vie, mais aussi du fait que j'ai eu cette habitude dès la natation depuis hyper petit à tout donner. J'ai eu la prépa où la même chose, je me suis tenu à... Enfin, il y en a qui travaillent beaucoup, je voulais travailler plus qu'eux parce que en plus j'avais du retard en arrivant. Quand d'un lycée à Cannes vers des lycées à Paris, le niveau est pas le même, donc fallait compenser. Et là, en fait, c'est un truc que je retrouve encore où, en fait, quand je me mets dans un projet comme ça, j'y mets corps et âme. Et je pense que c'est un peu l'éducation du coup que j'ai eue, plus le résultat de toute l'enfance autour du sport. Et tu dirais que cet esprit un peu de compétition, il vient d'où? Ça a été poussé par le contexte familial ou ça vient de toi? Comment ça vient d'où? Je pense pas que ce soit un esprit de compétition que j'ai, si ce n'est un esprit de compétition envers moi-même. C'est-à-dire je me challenge tout le temps pour aller plus loin, mais c'est pas tellement pour être meilleur que les autres, c'est juste qu'en fait, c'est une envie de progresser, de m'améliorer constante. Et ça, je pense que ça vient de ça. Ça vient de... à l'école, j'ai pas eu trop de difficultés jusqu'en prépa. Donc ça, j'avais pas tant de problèmes. J'ai commencé à l'avoir en prépa où, effectivement, je voyais des gens qui étaient meilleurs que moi. Je me disais, faut quand même que j'arrive à leur niveau. Mais pas dans le fait, j'ai pas envie de les battre, c'est que j'ai envie, moi, d'être au niveau. Et je pense que là, dans Morpho, c'est un peu la même histoire. Il y a des gens qui font un travail fabuleux sur nos marchés, à côté, sur différentes briques. Et on a vraiment envie de poser une brique, mais avec une ambition qui est mondiale tout de suite, une ambition internationale, l'envie d'être un leader sur ce qu'on fait pour faire un maximum de bien et pouvoir partager aussi ce qu'on va pouvoir faire, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et donc, je pense que c'est un peu dans cette dynamique qu'on est. Et à mon sens, si on a envie d'arriver à cette ambition-là, il y a une compétition pour soi-même qui est à faire pour continuer à monter de niveau. Donc, je pense que c'est un peu la conséquence de tout ça. Et du coup, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi? Quand j'étais petit, j'ai jamais eu d'idée de ce que je voulais faire. Si tu demandes à mon frère, il avait tout le temps le truc d'astronaute, pompier. J'étais là, putain, il a de la chance. Ça c'est stylé, mais moi, ça m'avait jamais tenté. Donc, je ne savais pas. Jusqu'à ce que je monte ma première boîte, en fait, je savais pas. Et en fait, j'ai monté ma boîte et j'étais là, ok, je suis trop bien dans cette position-là, où j'ai un projet, je me donne à fond, je me challenge, je monte, je prends un sujet à cœur, je l'explore à fond. Je pense que c'est du coup, je me suis trouvé, je sais pas si c'est par hasard, je pense que j'avais quand même une espèce de pattern qui s'est dessiné au fil du temps, mais c'est vrai que j'avais pas d'idée particulière. J'ai jamais eu d'idée de ce que je voulais faire. Ok, parce que du coup là, en t'écoutant, j'ai l'impression que Morpho, c'est un peu la conclusion de deux choses. La première, c'est que comme tu as vécu en Guyane française, tu étais dans un environnement où la nature était très présente. Et de l'autre, tu avais cette compétition envers toi-même et cette rigueur qui t'ont poussé vers l'entrepreneuriat. Et justement, et du coup, c'est un peu la combinaison des deux, Morpho. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai. Parce qu'il y a une espèce d'alignement de toutes les planètes là, que j'ai depuis ma naissance. Bon, du coup, j'ai que 26 ans, mais où je me dis, en fait, toutes les étapes que j'ai passées là m'amènent à ce que je fais aujourd'hui. Donc, tu vois, si tu me demandes, c'est un projet, qu'est-ce que tu veux en faire, est-ce que tu veux vendre, je te dirais, non, là, je suis pile à ma place. Et si je suis là dans 50 ans, ça m'étonnerait pas, tu vois. Donc c'est vraiment là, un alignement de tout ce que j'ai fait. Et donc maintenant, il y a toute l'histoire qui s'est écrite jusque-là m'a amené là. Donc maintenant, c'est à nous d'écrire l'histoire pour la suite. Et donc du coup, maintenant, si on revient sur Morpho, comment tu as lancé ça? Pourquoi tu l'as lancé? Donc c'est une idée, comme je te disais au départ, qu'on a depuis qu'on est petit, puisque c'est un sujet dont on parle en famille depuis que je dois avoir 3 ans, quoi. Je parlais pas beaucoup à l'époque, mais encore. Et en fait, mon frère, donc Hugo, est allé travailler en Guyane sur toutes les questions écologiques, liées à la fois en général, mais même liées à l'industrie minière dans laquelle mon père travaillait. Et donc, en mettant les mains dedans, il a quand même vraiment compris le sujet en profondeur. Parce que si on garde un aspect théorique du truc, tu comprends rien à ce sujet-là. Donc lui, il est vraiment rentré dans le sujet. Et en fait, il est venu me voir. Donc moi, j'avais ma boîte. Il est venu me voir. Je pense que c'était un repas de Noël en 2019, je pense, ou 2020. Il me dit, écoute, là, en Guyane, il y a un sujet, quoi. Il y a un gros sujet.
je pense qu'on devrait regarder. Et bon, du coup, ça ramène un peu tout le truc dont on parlait depuis longtemps. Et moi, je lui dis, ok, mais si on fait un projet, on va pas le faire en Guyane. La Guyane, c'est grand comme ça. Déjà, tu regardes le pays qui est à côté, qui est le Brésil, qui est un continent, en fait. Et donc, en fait, c'est de ça, on a pris un petit pas de recul. Et en fait, dès que tu prends un pas de recul sur le sujet des forêts au global, tu parles de 900 millions d'hectares qui sont prêts à être restaurés. C'est-à-dire pas de concurrence avec les activités humaines. Ça, en Guyane ou dans le monde entier. Okay. Ouais, 900 millions d'hectares, c'est gigantesque. Enfin, sans entrer en concurrence avec les activités humaines, donc agriculture, urbanisation, qui sont quand même des sujets, nourrir le monde et puis avoir un logement pour tout le monde, c'est quand même des sujets. Donc là, on n'est même pas sur ces terres-là, on est sur des terres qui sont dégradées, qui sont généralement plus utilisées, mais il ne se passe rien. En fait, sur certaines, il va y avoir un peu de revégétalisation naturelle, donc la forêt qui arrive à se régénérer, mais généralement, c'est qu'il y a eu de l'exploitation, donc les sols aussi ont été appauvris, et donc il n'y a rien qui pousse. Donc c'est des terres où il ne se passe rien, alors que la forêt, enfin, on peut faire la liste, mais il y a un nombre de bénéfices, et on parle aussi de co-bénéfices des forêts. Bon, un des plus connus, c'est que tu as du carbone qui vient être séquestré, tu as de la biodiversité végétale, mais ça amène aussi de la biodiversité animale. Tu vas avoir des ressources hydriques où en fait, tu vas voir apparaître des rivières, des fontaines, des machins, juste par le fait qu'en fait, tu as une forêt qui pousse. Tu vas avoir l'érosion des sols qui est largement limitée. Tu vas avoir une dépollution de l'air, des pollutions des eaux. Tu vas avoir du nourricier, potentiellement du médicinal aussi pour les populations qui peuvent vivre. Donc, une forêt, c'est un nombre de bénéfices qui est absolument fou. Et donc, quand on se dit que tu as 900 millions d'hectares qui sont là, qui ne sont pas restaurés, enfin, tu te dis qu'il y a un problème. Et ça, j'ajoute juste en rapide, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est qu'on est sur un rythme aujourd'hui, c'est le FAO qui le dit, de 10 millions de déforestation par an, et on est à un rythme d'environ 5 millions de restauration. Donc, 10 millions de déforestation, 10 millions d'hectares 10 millions d'hectares, excuse-moi, de déforestation par an, avec un net à la fin de moins 5 millions de forêts par an, en plus de ces 900 millions-là. Il y a un rapport d'échelle qui n'est pas du tout le bon, où il y a énormément de projets et d'ONG qui du coup participent à ces restaurations d'écosystèmes et qui font un travail formidable. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à restaurer ces hectares dans un temps quand même assez court, puisque on ne va pas représenter l'urgence climatique dans laquelle on est, mais il y a ça. Et en fait, l'urgence climatique dans laquelle on est, elle parle de carbone pour l'absorber, on parle surtout de conditions pour que les hommes survivent, parce que la planète, elle sera toujours là, mais les hommes dessus, ça c'est moins sûr. Et donc, comment est-ce que tu fais pour recréer les meilleures conditions possibles pour qu'en fait, on soit toujours là dans 100, 200, 500 ans. Et la forêt, c'est un vrai moyen pour le faire. Et c'est une technologie naturelle qu'on connaît déjà, mais comment est-ce que tu fais pour le passer à l'échelle? Et ça, c'était le sujet par lequel on a commencé. Non, mais surtout que si on regarde les accords de Paris, et si on va atteindre la neutralité carbone, il y a beaucoup de gens qui sont au courant qu'il faut qu'on réduise nos émissions de CO2, mais en fait c'est pas suffisant, il va falloir capter du carbone comme tu le dis, et les forêts c'est l'outil le plus puissant et le plus naturel qui fonctionne aujourd'hui pour le faire. Et j'ai plus les chiffres, mais il me semble que selon le GIEC, la captation de carbone des forêts, ça représente 35%. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça veut dire qu'il faut planter vite, massivement, et bien surtout. Et bien. Ok. Et donc Morpho, c'est un peu la combinaison de ces trois éléments. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'idée. Chaque forêt qu'on va planter, il y a un concept initial, c'est que tu as trois objectifs, une sorte de triptyque. Mais si tu oublies un élément, ça fonctionne plus. C'est évidemment, tu as une forêt qui pousse, donc ça capte du carbone. Mais il faut absolument penser à la biodiversité. Et donc, on parle de 30-50 espèces par projet au minimum. Et quand on parle de ces espèces, on parle d'herbes, on parle de buissons, on parle d'arbustes, on parle d'arbres. C'est des forêts qui sont complexes. C'est pas un randonnion d'une espèce, parce qu'en fait, ça s'appelle des forêts mortes. Et tu verras pas un animal se balader là-dedans. Donc, biodiversité est hyper important. Et en fait, il y a le côté social de ces forêts qui est crucial, parce on parle de entre 1 et 2 milliards de personnes qui vivent dans des forêts ou à proximité de forêts. Qui dépendent de la forêt. Qui dépendent de la forêt. On parle d'1,2 de gens qui dépendent de la forêt et 2 milliards qui ont un lien plutôt de proximité avec une forêt. Et donc, en fait, quand on parle de forêt, on parle de gens, on parle aussi d'animaux. Et donc, si tu oublies une des briques là-dedans, tes forêts, ils ont pas de consistance. Donc ça, c'est que tu fasses de l'échelle ou pas, il y a ces trois éléments qui sont de toute façon là. Et après, si tu dis, ok, j'ai ce triptyque-là, et maintenant, comment je fais pour atteindre des surfaces qui sont suffisamment grandes pour être dans cette dynamique de lutte contre le dérèglement climatique? Si on parle de dizaines d'hectares, on ne va pas y arriver. Nous, là, on a un objectif d'1 million d'hectares à 2030, mais c'est d'arriver à 100 millions à 2050.
Et donc ça, c'est une pente. Donc là, aujourd'hui, on a restauré à peu près 500 hectares. Donc, tu vois, on a vraiment du boulot. On était 5, on est passé 22. Donc là, on est dans une dynamique d'accélération. Mais il y a vraiment un passage à l'échelle qui doit se faire si on veut que la forêt soit une vraie solution. Et à ce stade, c'est une solution qui reste annexe puisque les projets sont petits et on n'est pas à l'abri que ce soit des projets en monoespèce. Donc, s'il y a des arbres, c'est vert, mais c'est pas une forêt. Et attends, du coup, juste pour revenir sur les chiffres, tu disais 900 millions d'hectares de terre à restaurer. Ouais. Vous, aujourd'hui, vous avez restauré 500 millions. Non, juste 500, ouais. 500, ouais, exactement. Juste, ce qui est déjà énorme, 500 hectares, on parle en hectares en plus. Votre objectif à 2030, c'est combien? 1 million d'hectares. 1 million d'hectares, et à 2050? C'est 100 millions. Ok, d'accord. Ce qui serait énorme sur les 900 Exactement. millions de terres à restaurer. Et donc, du coup, vous le faites avec des drones. Pourquoi avec des drones? Alors, pourquoi avec des drones? L'idée du drone, je pense, ça revient un tout petit peu en avant, qui est sur l'idée de la capsule. C'est du coup, ça revient encore à l'idée du passage à l'échelle. C'est comment tu fais pour passer à l'échelle de la plantation, sachant qu'aujourd'hui, les techniques traditionnelles, c'est je fais une pépinière, donc entre 2 et 6 mois pour faire des plants, et mes plants, je vais les prendre et je vais les planter à la main. Okay. Donc, je vais faire un trou. Je suis sur un rythme d'1 hectare par jour par personne. Donc on s'est dit déjà est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut changer sur ce système-là pour accélérer? Soit on va devoir recruter 10 millions de personnes pour atteindre nos objectifs, soit il y a peut-être des moyens technologiques ou techniques de passer ça. Donc le premier, ça a été de se dire comment je passe cette étape de pépinière en fait en créant des mini-écosystèmes dans des capsules, c'est des petites boulettes de matière naturelle, pour il me suffise que je la pose sur le sol pour qu'à la première pluie elle se dissolve et qu'il y ait effectivement un arbre qui pousse. Et donc ça, en fait, c'est avec beaucoup de lectures de papiers scientifiques, plus des collaborations qu'on a fait depuis le début avec l'IRD, l'INRA et le CIRAD qui sont basés à Montpellier et qui en fait travaillent sur ces questions de forêt tropicale depuis 15-20 ans. Et en fait, quand on leur a proposé une solution d'application directe des recherches qu'ils ont pu faire en adaptant évidemment certaines choses à nos contraintes, ils ont été ravis. Et donc en fait, on a démarré la société par une collaboration de recherche avec eux. Okay. Et là, tu vois, on vient de démarrer une deuxième collaboration beaucoup plus ambitieuse où là, on a mis beaucoup plus de moyens. Et donc, on est vraiment dans des partenariats scientifiques qui sont extrêmement forts. Et c'est un modèle qu'on réplique aussi au Brésil parce qu'il y a des connaissances scientifiques dans des laboratoires publics qui sont géniales, mais qui ne sont pas forcément appliquées. Et donc cette richesse, nous, on vient aussi la valoriser. Désolé, je m'égare un peu. Pour revenir au sujet, du coup, on a cette histoire de capsule et on se disait, en fait, cette capsule, soit on arrive à la main, mais du coup, il va falloir des gars en masse qui les jettent un peu, soit en fait, il y a des moyens aujourd'hui. Il y avait eu des tests en avion, il y avait eu des tests en hélico. Ouais. Je pense que tu avais partagé. Mara Elephant Project. Ouais, exactement. C'est ça. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ONG qui est présente en Afrique, notamment en Éthiopie. Et donc, ils prennent des hélicoptères, ils prennent des boules de graines et en gros, ils vont lancer les boules de graines, plusieurs centaines de graines en hélicoptère et en attendant les jours de pluie, ce qui va contribuer à faire pousser des arbres. Ouais, exactement. Et du coup, donc la différence de morpho par rapport à ces systèmes-là. Du coup, en fait, l'avantage, c'est que avion ou hélicoptère, c'est un petit peu contraignant. En termes de logistique, souvent, on est dans des projets qui sont quand même un peu reculés. Et donc, tout ça, nous, c'est une idée de logistique assez légère aussi. Et un drone, ça rentre dans une caisse qu'on transporte un peu n'importe comment. Et ce drone, ça nous permet déjà d'avoir une précision qui est beaucoup plus forte qu'en hélico, tu dois t'en douter. Et en fait, nous, on préprogramme le drone sur des vols. On sait précisément ce qu'il fait, à quel endroit et à quel rythme. Et donc, le drone, il est capable de prendre ses capsules et de faire des vols donc avec une précision qui est folle. Et on arrive à jusqu'à 50 hectares par jour avec un drone. Et sachant qu'un pilote peut aller piloter jusqu'à 5 drones en même temps. Pour l'instant, on en est à un pilote, un drone. Okay. Mais en fait, comme tout est automatisé, si on arrive à un système qui est suffisamment adapté, automatisé et on va dire carré, on peut monter jusqu'à 5 drones par pilote. Okay. Et donc là, tu passes d'une personne qui plante 1 hectare par jour à un pilote qui plante 250 hectares par jour. C'est énorme. Et donc là, on arrive en fait sur on commence à parler des échelles intéressantes au vu de l'urgence et des surfaces qui a restauré dans un temps qui est quand même assez restreint. Ok. Non, super intéressant. Et donc du coup, là, aujourd'hui, vous êtes combien chez Morpho ? Là, on est 22 maintenant dans l'équipe. Ok. Et donc, les prochaines étapes, c'est quoi ? Alors, on a nous, les prochaines étapes, on en a, on va dire, sur les 15 prochaines années sur la R&D. On a 2 grosses briques de R&D. La première qui se concentre sur les écosystèmes forestiers, donc dans son ensemble, comprendre les éléments en anticipant au maximum les changements qu'on va observer. Donc ça, on a des gens qui travaillent dessus. Quelles espèces vont pouvoir toujours être là dans 100 ans, puisque nous, les forêts qu'on plante aujourd'hui, on veut qu'elles soient là
dans 200 ans idéalement, 500 ans, 1000 ans. Comprendre les espèces qui sont toujours locales, endémiques quand on les plante, comprendre les sols et donc qu'est-ce qu'il y a dans le sol, la microbiologie, donc les champignons, les bactéries. Donc déjà, cette partie de R&D qui est cruciale dans tout ce qu'on fait, c'est les recettes des capsules, comment est-ce qu'on les améliore pour avoir des projets qui puissent se déployer, pour l'instant dans les zones tropicales, mais même dans les zones tropicales, quand on veut faire du local et de l'endémique, ça demande énormément de recherche et de précision dans tout ce qu'on fait. On a de la R&D aussi qui se porte sur le côté, on va dire, data au sens large, dans le sens où on vient collecter beaucoup de données sur ces forêts en croissance et qu'on veut pouvoir poser des modèles d'analyse. Donc là, tu vois, c'est du computer vision sur lequel on met du machine learning pour calculer, en gros, la croissance de la biomasse de nos forêts, comprendre, donc c'est en fait segmenter et classifier pour comprendre quel type d'espèces sont en train de pousser, et donc en conséquence être capable de calculer les stocks de carbone qui ont pu être capturés. Et puis après, ça c'est une phase qui est plus sur le végétal, et puis après on pourra aussi imaginer des développements sur le côté animal pour vérifier justement quelle biodiversité animale va pouvoir revenir dans ces forêts. Et dans les graines qui sont larguées, elles sont constituées de quoi les graines? Alors bon, les graines du coup c'est des semences directes, mais du coup dans les capsules c'est un mini écosystème dans lequel justement tu as les 3 objectifs, je vais commencer par ça, c'est que tu as de nourrir la graine dans ses premiers stades de croissance, la protéger d'attaques extérieures, d'oiseaux, de fourmis, il peut y avoir plein de choses sur les terrains, et enfin c'est de renourrir les sols qui ont été généralement assez dégradés, donc de remettre de la vie dans le sol. Et donc, en fonction de ça, on met des nutriments, justement, on met des champignons qui se retrouvent dans ces sols-là. On va essayer de travailler sur le côté bactéries qu'on prélèverait des sols pour voir justement lesquels sont propices à la croissance de ces forêts et à la reconstitution du sol. Et après, il y a des éléments collagènes, des hydrorétenteurs pour justement, s'il pleut pas, pouvoir conserver les capacités un peu, l'eau qu'il y a pu avoir, ou pas d'ailleurs, mais pouvoir conserver la graine un maximum. Donc c'est vraiment c'est un petit écosystème, une sorte de petit pot dans lequel on met un maximum de choses pour que dans des conditions naturelles qui sont généralement assez dures, ça puisse survivre et ça puisse produire un plant, un arbre. Et aujourd'hui, du coup, il faut des autorisations pour comment ça fonctionne, d'un point de vue concret. Il faut des autorisations pour planter les arbres, non? Alors généralement, là pour l'instant, sur les terrains sur lesquels on travaille, c'est des terrains qui appartiennent à des propriétaires privés ou publics, mais on travaille directement avec les propriétaires. Les typologies de projets, c'est des sols qui ont été dégradés, qui n'ont plus d'utilité, et sur lesquels on va remettre une forêt. Avec évidemment, donc nous on est obligé de faire valider les méthodologies qu'on utilise, que ce soit la méthodologie drone, mais ça c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va planter, comment on va le planter, est-ce qu'on n'amène pas une espèce d'Australie au Brésil, tu vois, c'est ça qui est intéressant, et donc ça on fait valider ces méthodes par les gouvernements avant de déployer des projets. Et donc, soit c'est des gouvernements, tu vois, quand on a travaillé au Gabon, on discute directement avec le ministère de l'Environnement et des Forêts, et qui ont tamponné, en fait, le fait que notre technologie était valide et qu'on pouvait bien la déployer. Et c'est quelque chose qu'on doit faire. On l'a fait en Guyane aussi, avec l'ONF sur place. Et donc, à chaque fois qu'on se déplace, on est en contact direct avec les politiques. C'est intéressant parce qu'il y a une semaine, j'ai interviewé le ministre de l'Environnement du Gabon, qui s'appelle Lee White. Et du coup, il parlait vachement de sa politique de reforestation. Et il disait qu'ils étaient vachement en avance par rapport à ça. C'est ce qui est vrai du coup, parce que moi, j'avais pas forcément toutes les infos. Ouais, non, le Gabon, c'est un pays qui est assez incroyable là-dessus, parce qu'ils ont conservé leur forêt d'une manière, comme personne. En fait, je crois que c'est le pays avec le meilleur taux de conservation de leur forêt, alors qu'il pourrait y avoir quand même pas mal d'exploitation. Et donc, ils sont très en avance déjà sur la conscience à quoi sert une forêt, et sur leur conservation, et donc même sur là où il y a eu des zones déforestées, sur les opérations de restauration. Donc, effectivement, c'est un pays qui est assez incroyable là-dessus, et donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on y allait assez vite. Et notamment, ils ont hébergé là, le One Forest Summit en mars dernier. Il y a Emmanuel Macron qui s'y est rendu, et on y était aussi présent. Donc, on sent qu'il y a une dynamique qui est très forte et qui est assez inspirante aussi pour les pays voisins. Et donc c'est pour ça que nous aussi on regarde aussi les pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, qui sont aussi des pays assez incroyables où il y a une conscience de la conservation ou en tout cas des apports de la forêt qui est peut-être un peu moindre, mais justement qui peut se répandre par des messages comme il y a pu avoir récemment. Et quand on parle de forêt, j'ai l'impression, je sais pas si tu as entendu parler d'un livre qui a été vachement vendu et qui parle de forêt, sur le fait que les arbres peuvent communiquer entre eux via les racines, etc. Ouais. Et moi, j'avais appris ça, et apparemment, il y a vraiment plein de mécanismes naturels dans les forêts, dans les écosystèmes qu'on connaît pas forcément. Est-ce que toi, tu as appris des choses comme ça étonnantes
Ouais, bah, en fait, il y a le truc le plus fou, et justement, c'est ce travail qu'on fait sur les champignons et les bactéries, c'est qu'en fait, c'est ces réseaux en fait en dessous, c'est dans le sol que tout ça se passe. Et effectivement, il y avait un exemple de, je sais plus, c'était un arbre qui s'était fait, je sais plus exactement l'exemple, mais qui s'était fait attaquer par une espèce de pigeon, je sais pas quoi, et qu'en fait, 6 mois plus tard, tous les arbres plus loin avaient développé une espèce de toxine qui empêchait ces oiseaux d'attaquer. Ou d'attaquer leurs fruits, etc. Et qu'en fait, mais ça s'est retrouvé à je sais pas combien de kilomètres. Et qu'en fait, justement, tu as une connexion. Est un super documentaire Netflix d'ailleurs sur les champignons. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est bon, je n'aurai plus le nom, mais t'as vraiment un très beau documentaire Netflix sur ce côté champignon qui a été étudié et en fait qui montre à quel point en fait tout se passe dans le sol et dans cette communication. Et même si tu pousses un peu le truc, c'est l'origine de la vie sur Terre part de ces éléments-là. Et que en fait dans les forêts, nous tout ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on travaille autant sur le sol, autant sur les bactéries, autant sur les champignons, parce que si tu prends pas soin de ça, tu peux faire tout ce que tu veux au-dessus du sol. Si sous le sol, s'il y a rien qui se passe, t'auras rien au-dessus du sol. Donc ouais, mais ça c'est un truc qui est génial et passionnant, et ça nous dépasse quoi. C'est fou. Ouais. Et toi du coup dans ton quotidien, tu dois sans cesse apprendre des choses sur les forêts, sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Alors, moi plus particulièrement, je suis plutôt dans une position où je vais gérer le développement de la boîte en tant que fondateur. Maintenant on est 22 et donc on a des chercheurs exceptionnels dans l'équipe qui sont vraiment eux concentrés sur ces sujets-là. Moi un petit peu moins, moi je suis hyper curieux, donc effectivement je regarde tout ce qu'on fait, je me renseigne, je lis des livres, tout ça. Mais je suis moins dans ce métier plus particulier qui est vraiment propre aux chercheurs qui eux font un boulot fou, et justement nos partenaires scientifiques aussi. Mais effectivement, c'est un sujet qui est passionnant, et j'essaie de garder le fil tout le temps parce que c'est trop cool, quoi. Et sur les pays, donc aujourd'hui, vous avez planté au Gabon, en Guyane, au Brésil. C'est ça. C'est quoi les prochains pays dans lesquels vous allez aller, et comment vous faites pour les sélectionner? Alors, nous, on est parti du sujet de la Guyane, de fait. Et en fait, quand on a pris ce recul, on a vu que 40% des forêts, des 900 millions d'hectares dont on parle, donc 360 millions d'hectares, sont dans des forêts tropicales. Et ces forêts tropicales, elles ont beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'elles sont extrêmement humides et denses, donc ça capte énormément de carbone. Il y a une part de biodiversité mondiale qui se retrouve là-dedans qui est absolument folle. Je crois qu'on est aussi aux alentours de 40%, je crois que c'est même rien qu'au Brésil. Et il y a un réseau scientifique extrêmement développé dans ces zones-là, et notamment au Brésil, dont la forêt est quand même un sacré sujet. Et donc on s'est dit, si on doit se concentrer quelque part, si on veut avoir un maximum d'impact en le moins de temps possible, il faut qu'on choisisse une zone où il y a beaucoup d'espace disponible, on peut aller vite, et où, en fait, ce que je te disais sur les 3 piliers, autant sur le carbone que sur le social que sur la biodiversité, on ait un impact qui soit aussi fort. Et donc, sur les forêts européennes, il y a un sujet, effectivement, je pense qu'à un moment donné, on va s'y intéresser, mais si on réfléchit en termes d'impact global et planétaire, nous, on s'est dit, c'est sur le tropical qu'il y a vraiment une carte à jouer. Et donc, c'est là-dessus qu'on a commencé. Et donc, on a commencé en Guyane, on a eu une opportunité au Gabon. Donc, en fait, on a commencé à s'intéresser sur cette bande équatoriale de l'Afrique sur laquelle il y a un potentiel fou. Et évidemment, le Brésil, qui est génial, et en même temps, c'est terrible, puisque tu as 3 biomes principaux sur lesquels on s'intéresse au Brésil, 3 types de forêts. Tu as l'Amazonie, que tout le monde connaît, qui est gigantesque et sur lesquels, en fait, il y a beaucoup de fronts de déforestation encore. Donc là, on est il y a à peu près 20% de la forêt amazonienne qui a été déforestée. Il y a le Cerrado, qui est un peu plus sec, donc un peu plus savane, mais qui a été déforestée à 50%. Et il y a la Mata Atlantica, qui s'appelle la forêt atlantique, qui est sur toute la côte sud-est du Brésil, le long de l'Atlantique. Là, tu as 90% de la forêt qui a été déforestée. Waouh, c'est dû à quoi? Ça remonte à les Portugais qui débarquent au Brésil, et qui en fait mettent en place des exploitations de canne à sucre, de café, de cacao, tout ça. Et donc ça remonte à 1500. Quoi. Cette forêt-là, il y a un sujet qui est plus mûr, parce qu'en fait, donc les terres généralement sont extrêmement dégradées, il n'y a plus grand-chose qui pousse, on ne peut plus faire justement ces exploitations agricoles, et donc le sujet de la reforestation est extrêmement fort dans cette zone-là. Donc pour revenir à ta question, là juste si on se concentre sur ces zones sur lesquelles on a déjà commencé, je pense qu'on en a pour bien 50 ans déjà. Et si on veut faire les choses bien, il faut quand même qu'on se concentre sur certaines zones pour les connaître très bien, anticiper les changements, connaître les espèces qui sont locales, endémiques. Et donc le travail qu'on est en train de faire là, on peut le dupliquer, mais si on veut être dans une notion d'excellence sur la restauration, sur notre solution, sur la technologie qu'on propose, il faut qu'on se concentre, et donc c'est ces zones-là qu'on a choisies. Et comment vous allez faire? Parce que justement, il y a eu pas mal de scandales liés aux projets de reforestation, etc. Parce que d'un côté, tu avais des projets de monoculture qui détruisaient la biodiversité.
Mais t'as pas que ça, j'ai vu qu'il y avait d'autres problèmes là-dessus, notamment sur le suivi, sur le fait de s'assurer qu'en fait, si tu plantes un arbre 5 ans plus tard, il est encore là. Comment vous allez faire pour vous protéger de tous ces risques? Ouais. Je pense que tu as deux sujets sur la forêt. Tu as le premier où il y a eu des gros scandales récemment qui était sur le côté conservation et protection des forêts. Où évidemment, en fait, on a créé un système et qui est clé, qui est de dire on va rémunérer par exemple des systèmes de crédit carbone les gens qui vont protéger des forêts de fraude de déforestation. Et évidemment, la meilleure forêt, la meilleure forestation, c'est celle qui n'a pas été déforestée. C'est la forêt qui est déjà en place, puisqu'elle est mature, elle est là. Le problème, c'est qu'évidemment, dans ce système, il y a toujours des gens qui en profitent. Et donc, il y a eu quelques abus, il y a eu quand même pas mal d'abus sur ce système-là, qui a donc été beaucoup décrié. Mais quand en fait, tu vas au Brésil et que tu te rends compte que si tu ne protèges pas les forêts, elles sont détruites, parce qu'elles vont être exploitées, parce que ça génère de la richesse économique, et qu'en plus, potentiellement, on te dit derrière, tu peux avoir des crédits carbone de restauration des forêts, je ne vais pas trop hésiter, je vais la détruire, ma forêt, je vais l'exploiter, puis je vais voir. Donc ça, c'est un peu le premier sujet qui est clé, c'est de se dire à quel point la protection des forêts, elle est importante. Puisque si on la protège pas, nous, notre boulot, il est un peu vain, on peut restaurer autant qu'on veut, mais si en face, il y a autant, voire plus, qui est déforesté, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a vraiment, je pense, une conscience de la protection qui est hyper importante. Et puis derrière, il y a effectivement comment est-ce qu'on restaure des écosystèmes. Donc, c'est le triptyque dont je te parle depuis tout à l'heure, mais c'est de bien prendre en compte tous ces éléments, mais c'est aussi d'être extrêmement transparent sur ce qui s'y passe. Et donc, nous, là-dessus, on a juste mis en place un dashboard, un espèce de tableau de bord qu'on partage en interne, en externe, qui sera disponible pour le public sur des sujets qui seront justement plus ouvert, mais déjà pour nos clients ou nos partenaires, sur lesquels ils peuvent voir précisément, soit avec des photos terrain, des photos satellites ou des photos drones, clairement comment la forêt évolue. Et donc tu sais exactement ce qui s'y passe. Et nous, tout le travail justement sur la data qu'on est en train de réaliser, c'est pour ça. C'est pour pouvoir avoir une transparence qui est totale sur nos projets. Et on va être honnête, il y a plein de projets qu'on va faire qui ne vont pas fonctionner. Et c'est ok, c'est normal. On travaille dans la nature, en plein milieu, c'est des conditions dans du tropical, donc il pleut très fort, il fait sec comme, il pleut pas pendant des semaines, des mois. Donc c'est des conditions qui sont dures et donc nous on travaille avec ça. Et donc on est obligé de montrer aussi que ça marche. Peut-être que ça marchera moins, mais en tout cas on reviendra et on fera en sorte que ça marche. Donc ça, nous, la grosse réponse à ce côté-là, c'est transparence surtout. En fait, c'est dès qu'on collabore avec des ONG, comment est-ce que la richesse peut être partagée, la forêt, comment est-ce qu'elle pousse très concrètement. Montre-moi des photos, parce qu'effectivement, j'achète un arbre parce que je veux compenser un voyage d'avion. Qu'est-ce qui se passe derrière? Effectivement, moi, malheureusement, j'ai jamais vu. J'essaie un peu de creuser. Il y a certains endroits qui te mettent de la documentation à foison et qui est très cool d'ailleurs, qui est intéressante, mais qui est dur à accéder. D'autres où tu sais pas du tout ce qui s'est passé. Nous, l'idée, c'est qu'on a créé un truc qui est assez simple où tu peux vraiment suivre ta forêt, la forêt qui pousse, l'écosystème et qu'est-ce qui s'y passe concrètement, avec des axes un peu plus scientifiques aussi où tu comprends plus en profondeur à quoi sert cet écosystème forestier. Et du coup, quand tu parles de drone, donc il y a ce côté robotique. Et j'ai cru comprendre que vous bossez aussi du coup avec des ONG. C'est quoi leur implication aux ONG et comment vous bossez avec elles? Alors, on a pas mal d'implications avec les ONG. Pour te reprendre, je confonds toujours entre 4 et 5, mais je crois que c'est 4. 4 étapes sur lesquelles on collabore avec eux. Il y a la première qui est une des plus importantes, qui est en fait comment est-ce qu'on va trouver les semences, les graines pour planter nos projets. Et donc, quand tu commences à parler de projets de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'hectares, il faut s'approvisionner. Du coup, ce n'est pas des graines que tu trouves au supermarché, puisque nous, comme on veut mettre une grosse biodiversité, c'est des forêts que tu dois les collecter directement dans la forêt. Okay. Et donc là, en fait, aujourd'hui, il existe déjà des réseaux de collecteurs. En fait, c'est des ONG qui regroupent. En fait, c'est des gars qui vivent à côté de la forêt et qui ont des connaissances extrêmement fortes. Donc, ça peut être des indigènes ou des populations qui ont été éduquées sur ces sujets-là depuis longtemps et avec lesquels on collabore. En grosso modo, on passe commande. Mais nous, on a un sujet aujourd'hui qui est il y a ces réseaux-là, mais si on veut restaurer 1 million d'hectares en 2030, aujourd'hui, il n'y a pas. Il y aura pas justement l'approvisionnement nécessaire. Et donc, on a un gros travail de collaboration et de travail main dans la main pour les aider à se structurer, à les financer aussi, puisque nous, en leur donnant de la visibilité, comme on a de la visibilité sur nos projets, on peut leur donner de la visibilité sur leurs finances, potentiellement du matériel. Et puis après, en fait, il y a tout un côté technologique qui va être de les traiter, de les stocker, pour faire en sorte qu'elles soient toujours viables et qu'elles conservent leur taux de germination, même sur les années. Donc ça, c'est la première partie qui est les semences. La deuxième partie, qu'en fait, assez souvent sur nos terrains, il y a une question de préparation des sols. Par exemple, là, en avril, on a travaillé au Brésil sur un projet à Bahia. Ça faisait 15 ans qu'il ne s'était rien passé. Donc,
il n'y avait presque rien, mais tu as quand même des herbes comme ça qui potentiellement sont un peu invasives. Donc nous, si on plante, potentiellement, bon, elles peuvent faire de l'ombre ou alors elles peuvent prendre trop de ressources, et donc ça poussera moins. Donc il y a une préparation du terrain qui doit être faite. Et ça, en fait, il y en a qui sont experts là-bas, des ONG qui sont experts de ces sujets-là, avec lesquels justement qu'on implique dans nos projets pour qu'elles préparent les sols. Et la préparation, c'est, je sais pas, enlever les mauvaises herbes, c'est quoi le... En fait, là-dessus, en fait, on a essayé pas mal de techniques, on essaye encore pas mal de techniques, puisque tu peux avoir du mécanique, tu peux avoir du manuel, et donc là-dessus, on est en train de voir quelles sont les meilleures techniques, en fonction évidemment de coûts, puisque on parle toujours de passage à l'échelle, mais en fait, si on réduit pas les coûts, le passage à l'échelle, il se fait difficilement, ou alors il faut les finances en face, qui sont pas toujours là. Les finances sont pas toujours là parce que parfois les réglementations mettent plus de temps à arriver, etc. Donc ça, c'est une partie où c'est des techniques qu'on est en train d'essayer, mais qui sont assez connues et pour l'instant artisanales. Donc il va y avoir potentiellement un enjeu aussi de comment est-ce qu'on les passe à des échelles supérieures. Il y a une troisième partie de collaboration sur la plantation en direct. Parce que nous, en fait, sur tous nos projets, on fait jamais du 100% technique morpho, donc par drone. On garde toujours entre 10 et 20% de plantation artisanale. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, pépinière et plan, parce que en fait, c'est des techniques dont on connaît l'efficacité, qui certes coûtent plus cher, prennent plus de temps, mais qui en fait permettent d'assurer sur certaines zones où nous, on a plus de doutes avec notre technique, on sait que sur certaines zones, ça marche très bien. Et donc, ça nous permet d'assurer le succès du projet sur certaines zones, en plus d'impliquer les ONG locales dans ces projets qui donc y voient du sens et comprennent pourquoi on le fait. Et il y a la dernière partie qui est le suivi, donc je te parlais du drone, du satellite, mais il y a un suivi terrain qui est aussi assuré. Et là, si je te prends l'exemple de notre dernier projet là à Bahia, peut-être pas mal d'agriculteurs autour, et en fait on a recruté le petit-fils de l'agriculteur voisin qui doit avoir 21 ans, 22 ans, qui en fait toutes les semaines, on lui a laissé un drone, il fait passer le drone, où il nous envoie des photos du terrain, où il prend des échantillons de sol qu'il envoie à des laboratoires, ce qui nous permet d'avoir un suivi qui est aussi beaucoup plus régulier et terrain, sans qu'on ait à se déplacer. Bon, après on a des employés au Brésil, mais sans qu'ils aient à faire le tour du Brésil pour aller voir tous nos projets. Et donc ça, nous on vient aussi impliquer les gens en local dans nos projets. Ok. Aujourd'hui, donc tu m'as dit, Morpho, vous êtes une vingtaine de personnes, vous élevez plus de 3 millions d'euros. Ouais. Et donc, pour garder le rythme qui est très intense, comment tu fais? C'est quoi? Est-ce que comment tu t'organises au quotidien? Comment tu maintiens ton équilibre vie pro, perso? Comment tu fais? C'est vrai qu'en tant que fondateur, on a une position qui évolue quand même, pas tous les jours, mais je pense toutes les semaines quand même. Du fait, quand on était trois fondateurs, donc on s'était réparti les rôles. Puis tu commences à avoir du monde, donc tu répartis encore les rôles. Puis en fait, au sein des équipes, tu as même des nouvelles choses qui apparaissent, des nouveaux besoins, des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées, donc on est obligé de créer des équipes adaptées. Et donc on remodélise les rôles entre nous. Ce qui est génial d'être à trois, c'est que justement, on a une répartition qui peut s'adapter. Et en fonction de la charge de travail, on vient alléger certains pour remettre sur d'autres. Donc ça, c'est un truc qui est très chouette. Tu n'as pas posé la question de la semaine type, mais ça, c'est sûr qu'il n'y en aura jamais. Mais donc, il y a quand même une partie où ça se répartit en... Tu as des projets de fond, déjà des projets stratégiques de fond sur comment est-ce qu'on se positionne sur le marché, quels acteurs sont en place, quelles ONG travaillent sur quoi, quel financement il y a pu avoir. En fait, rien que d'avoir une compréhension et un positionnement sur ce marché, ça demande énormément de réflexion qu'on a toutes les semaines à 3, qu'on a à 2, du coup, chacun avec les fondateurs, qu'on a avec des mentors aussi qui nous accompagnent. Et ça, je pense que honnêtement, ça doit bien me prendre 20-30% de mon temps, même par semaine. Tu vois. Ensuite, comment est-ce que tu structures la boîte pour que là on est 20, mais on va être 30 à la fin de l'année, puis on sera probablement 60, puis 100. Donc comment est-ce que tu anticipes ce passage à l'échelle, sachant qu'on a une structure qui est assez marrante de base, puisqu'on a déjà, sur 22, on a 4 personnes au Brésil, on a une personne au Gabon. Donc on est une boîte qui est internationale de base, donc on va avoir des bureaux à chaque fois dans ces zones-là. Mais tu dois créer une cohésion, puisqu'on veut une unité, une boîte qui va être unique, unique dans le sens de l'unicité. Et donc, déjà créer une boîte autour de ça, moi c'est un truc qui déjà me passionne mais qui m'occupe beaucoup. Ça, je pense que ça me prend bien 20% de mon temps aussi. Et puis après tu as des projets plus ponctuels. Bon, moi je m'occupe des finances aussi, c'est un truc qui, mine de rien, que ce soit il y a eu la levée de fonds qui est assez chronophage, mais après il y a tout un tas de subventions où là la BPI, on a obtenu des super aides de la BPI aussi, donc c'est génial parce que ça nous donne de l'air sur la partie R&D. Potentiellement on va anticiper des prochaines levées de fonds aussi, et donc il y a toute une structuration derrière. Donc moi j'ai des semaines qui sont assez mouvementées parce que mes matinées sont réservées au sujet dont je viens de te parler. Donc c'est les sujets de fond. Et des après-midi, généralement, c'est des meetings. Soit c'est des meetings internes, donc avec les équipes, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets. Soit c'est des meetings externes, soit on parle à des nouveaux VC
avec qui on démarre des discussions, soit c'est avec des potentiels partenaires, soit ça peut être aussi la partie plus médias, presse, sur lequel pour l'instant on a une super couverture, donc on est hyper content. Donc voilà, c'est des semaines qui sont extrêmement chargées, sur lesquelles mon équilibre là sur les 6 derniers mois a été bien chamboulé, je dois te l'avouer. Tu continues à faire autant de sport ou pas? Non, justement pas du tout. Là sur les 6 premiers mois de l'année, c'est un truc qui me manque très fort, mais j'ai un truc un peu où quand je suis dedans, enfin tu vois là en décembre-janvier on devait recruter 15 personnes, et c'était mon rôle, et du coup en fait et j'avais plein de trucs à faire à côté, dans le taf, donc en fait forcément t'es obligé de te mettre à un moment où tu donnes tout quoi, à un moment donné, et j'étais super content parce que là du coup il y a les gens qui sont arrivés, on est hyper content de toute l'équipe, donc tu vois l'impact, et le risque c'est que tu te dis merde en fait est-ce que je devrais pas continuer à être à un rythme où je taffe en oubliant un peu que j'ai quand même besoin de faire du sport, de faire la fête, tout ça. Là, je pense que l'été m'a pas mal aidé, du coup, à prendre un petit pas de recul, en disant, ok, déjà, le sport, c'est un besoin vital, donc il faut que je m'y remette. Je suis inscrit à la boxe. La teuf, quand même, c'est un truc qui fait bien partie de ma vie, donc pas oublier les potes aussi, qu'on peut voir moins, parce que rien que équipe, business, machin, ça peut nous prendre tout notre temps. Moi, j'avais un côté musique aussi, où je faisais beaucoup de piano, que j'ai laissé tomber de côté. Ça c'est plus dur parce que ça demande de la rigueur on va dire toutes les semaines faut y être, donc je l'ai perdu, j'essaie de le retrouver, mais en fait je le vois depuis que j'ai lancé ma première boîte, c'est un truc où c'est hyper cyclique quoi. T'arrives à te remettre dedans, pendant 6 mois t'es à fond, puis en fait tu te remets une grosse période de taf, le sport va passer de côté, et les loisirs aussi. Je pense que ça fait un peu partie de je vais pas généraliser sur la vie d'entrepreneur en général, en tout cas ça fait partie de ma vie en tant qu'entrepreneur, de parfois devoir faire des sacrifices sur certaines choses, mais parce que tu vois qu'en fait, les moments où tu t'es vraiment concentré, c'est un truc qui te dépasse largement. Et je pense que moi, c'est un des trucs les plus beaux que je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est que tu construis des projets qui te dépassent largement. Et donc, si on parle d'impact, c'est qu'en fait, ton impact à toi, en construisant des choses, en amenant des gens autour d'un projet, que ce soit en interne, que ce soit en externe, ça te permet d'avoir justement cet impact-là qui est beaucoup, beaucoup plus large que ce que tu pourrais avoir toi en tant qu'individu seul. C'est un peu biaisé pour toi parce que tu arrives à avoir un impact super large en partageant plein de bonnes nouvelles, avoir une grosse communauté autour de toi. Donc, tu as un contre-exemple là-dessus, je dirais, parce que tu arrives à le faire seul. Mais c'est vrai que moi, là où je le vois, c'est que c'est en fédérant en fait, des joueurs autour d'un projet que je peux avoir le plus d'impact. Et c'est un impact qu'on veut planétaire. Donc, il y a du boulot. Du coup, tu as un peu anticiper ma question de fin qui est c'est quoi pour toi avoir de l'impact, mais du coup je pense que effectivement c'est ça. C'est vrai qu'on parle souvent du côté ce que je disais tout à l'heure, mais on parle souvent du côté on va sauver la planète, mais le sujet est pas là. C'est comment est-ce que tu fais en sorte que les gens sur la planète, que les humains sur la planète aient toujours des bonnes conditions pour vivre. Et c'est un truc où tu t'en rends compte là quand j'étais au Brésil là, au dernier projet, quand tu parles aux gars qui collectent les semences avec nous. En fait, tu vois que, nous, on vient générer du taf pour lui, on vient générer des revenus. Il a une famille, il a des enfants. Personne s'est vraiment intéressé à lui. Mais on a ramené, il y avait 6 journalistes qui étaient avec nous, qui s'intéressaient à lui, qui disaient mais c'est fou ce que tu fais, c'est génial. Et le gars avait les larmes aux yeux. Il se disait depuis que je suis né, personne s'est intéressé à moi comme ça. Il y a 15 ans, il était à la rue aussi, ce gars. Tu vois, ce qui est pas un détail. Et en fait, l'impact du coup qui est social du côté écologique, moi c'est ça que je trouve fou. Du coup en interne avec l'équipe où tu as des gens qui se fédèrent, mais aussi ce qu'on est capable de générer comme impact avec des gens qu'on va impliquer dans nos projets. Je trouve ça fou quoi. Donc moi l'impact il est là quoi, à fond. Donc, vachement sur le social aussi également. Ouais. Je comprends. Moi je suis rentré dans la cause climatique via la cause sociale, parce que j'ai toujours été plus sensible à la cause sociale ou aux causes sociales, et le jour où j'ai compris que finalement tout était intimement lié, c'est là où j'ai vraiment plus shifté sur les causes climatiques. Mais du coup Morpho c'est un bon exemple, c'est dire que en plantant des arbres, finalement l'impact il est sur la biodiversité, il est sur le carbone, et enfin il est social parce que il y a des gens sur le terrain, il y a des agriculteurs ou autres qui ont plus de revenus, qui vivent des forêts, et donc en fait c'est vraiment un triptyque qui est assez fou quoi. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour ton temps, c'était un plaisir de t'avoir reçu sur ce podcast. Avec plaisir, merci. Et du coup ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, ils peuvent te contacter, ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Ouais, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram. On a une newsletter qui est assez chouette aussi, où on parle un peu plus de projets en interne, avec pas mal de photos, comme ça c'est visuel, c'est cool. Donc voilà, je vous invite à suivre tout ça, pas mal d'actu. Donc, Trop cool, merci beaucoup. Merci. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles, ça aide grandement pour le référencement. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.